saison, puisque juste après qu'on ferme les portes du théâtre, jusqu'au mois de septembre, on les avait ouvertes exprès pour vous tout le mois de juin. C'était une nouveauté cette année, dans l'idée de prolonger notre programmation par d'autres choses que notre programmation, et de laisser la place à nos partenaires de l'année, de faire des petits clins d'œil aux gens qui nous ont accompagnés, et dont Mathéis fait partie, puisque nous avons eu le plaisir d'accueillir Mathéis sur notre temps fort, Inès Lucien, au mois de mars. C'était sa première conférence ici qui a eu lieu sur le plateau, et on a eu envie de retrouver nos partenaires, notamment du Maître Lucien, voilà, et découvrir un peu plus les portes de ce théâtre. Je pense que c'est quelque chose qu'on reconduira l'année prochaine au mois de juin, donc si vous avez aussi des questions dans l'idée que ce théâtre c'est le vôtre, et voilà, que les portes sont ouvertes, que ce soit pour le spectacle mais aussi pour d'autres choses. On a souhaité faire ce dernier rendez-vous au foyer parce que c'est un lieu auquel on va prêter particulièrement attention à la saison prochaine, qui sera ouvert 1 heure avant chaque spectacle, 1 heure après, et puis pour d'autres rendez-vous également. Vous pouvez vous y restaurer autour des spectacles et y proposer également des animations. Un tout petit mot pour vous dire que ce soir, Mathéis a répondu oui quand on lui a dit de venir là, et il a dit alors je vais travailler sur les muses du théâtre, qui sont là derrière vous, enfin je ne vais pas vous donner son propos. En tout cas, c'est une conférence taillée sur mesure. Je le remercie de ça et de son travail. Nous, on est carrément fans de ce garçon et de son équipe. C'est très agréable de les avoir ici. Et j'espère qu'on les retrouvera bientôt. Et enfin, pour vous dire, je vois que vous n'avez pas vos agendas, mais vous avez vos esprits ouverts. Nous ouvrirons nos théâtres dès le mardi 3 septembre. Ici, vous pourrez venir nous rencontrer et nous raconter vos vacances. Mais en tout cas, le 5 septembre, ce sera la présentation de saison au Théâtre de l'Aude. Il faut réserver vos places si vous souhaitez venir, puisque les places sont rares. Et vous pouvez réserver dès maintenant auprès de votre billetterie. Vous pouvez réserver en ligne. Et puis la billetterie sera ouverte à partir du samedi 7 septembre, ici à Dole. Donc on compte sur vous pour partager la saison prochaine avec vous. Je vous souhaite une belle soirée à vous, à Mathéis et à tous ses complices. Belle soirée.
Non, non, celui-là, c'était trop long. Non, 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 c'est pas bon, c'est pas bon. Non, Achille non plus. Non. Non, non, Achille, pas foufou. Non, pas foufou, non, non, non. Non, non. Édipe, non. Non plus. Non. Non. Oh, Aîné. 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 Non, c'est pas lui non plus. Dis donc, oh, t'es toi. Non, c'est pas lui. Polynice. Voilà. C'est Polynice. Bon, il est mort. Ah oui, c'est un petit peu de ma faute quand même. J'ai aspiré crayon et poussière comment ça. Mesdames et messieurs, voilà ce qui se passe quand on s'attache à cette ceci car il y a une fausse fierté, mais pourquoi? Quelle est la raison qui a poussé à ce comportement ainsi? Je vous pose la question, mesdames et messieurs, ce n'est pas normal. À quoi peuvent vous servir le plus de s'exprimer en cet état? L'ancienne génération de musique était beaucoup plus sympa. Hein. On ne peut pas amoureux de quelqu'un, de n'importe quel inconnu qui passe, ou quel héros qu'on raconte, n'était pas dépressive au point d'en perdre la tête, alcoolique, mais jamais vraiment là, ou tragique. Ah. Pauvre petite fille. Tu l'as dit tout à l'heure, hein, je radote. Eh ben je radote. Parce qu'on ne me donne jamais la parole. C'est longtemps, hein, on ne m'avait pas donné la parole. Je me présente quand même, je suis Clio, la muse de l'histoire. Et sans moi, il n'y a rien à raconter. Elles ont rien à dire. Ouais. Parce que je suis la première. Bah oui. Bah oui, non mais qu'est-ce qu'elles auront à raconter si je suis pas là pour raconter des histoires? Bah, pas grand-chose. Comme je l'ai dit, les anciennes muses étaient beaucoup plus sympas. Mais ensuite, il y a eu les dramaturges anglais, et c'est parti un petit peu en caca. Et eux, bah, ils ont fait un peu n'importe quoi avec les Romains aussi. C'est pas la même époque, hein, mais ils ont fait un peu n'importe quoi. Mais ce qu'il faut d'abord commencer, c'est écouter ma voix. Ouais, encore. Moi, je suis Clio, la muse de l'histoire, et ce soir, je vous dévoile mon témoin. Je vois le passé, le présent et l'avenir, tout est clair devant moi. Chaque instant, chaque souvenir, chaque mot prononcé ici à Gramuse est entre mes doigts. Dans ce lieu où les muses se rassemblent, les histoires prennent vie. Les époques se mêlent, les récits se dévoilent, tout devient poésie. Je tiens entre mes mains les paroles échangées, les secrets partagés qui ont été dits ici par l'ancienne génération de muses qui se sont retrouvées confrontées aux mêmes problèmes. Mes sœurs, vous en avez marre de cette fonction qui nous lie. Marre d'être des sources d'inspiration sans merci. Écoutez-moi, encore, je vous en prie. Nous ne sommes pas que des inspiratrices, nous sommes bien plus. L'avenir, voyez l'avenir, il se dessine au gré de mes murmures. Ici, à Gramuse, nous nous retrouvons, nous cherchons les réponses aux questions. Par la philosophie, par la poésie, par les vers, on cherche à comprendre, à nous aider à renaître. Parce que parfois les muses aussi ont besoin d'écoute. Pour retrouver cette force qui les dégoûte. Retrouver la justification de pourquoi elles sont dans un tel état. Petit cours d'histoire. Encore. Ah ça va, elle donnerait de la tête il y a 2024. Tout commence il y a très longtemps. Il y a très longtemps, moi je fais l'histoire, je ne suis pas la muse des maths, donc je
je ne veux pas me dire combien d'années, mais à l'époque, hein, j'étais conteuse avec Calliope aux grandes épopées d'Ulysse à Homère. C'était marrant. Et ce qui est marrant, en plus, c'est que tout le monde y a cru. Alors que c'était du bullshit, que c'était n'importe quoi, et qu'on disait n'importe quoi. Mais c'est pas grave, c'était rigolo, il fallait s'amuser. Nous, on s'ennuie. Hein. À force d'être éternel, je venir raconter des petites histoires. Bon, comme je l'ai dit, sans moi, il n'y a pas de possibilité d'histoire. Parce que je suis la première. Parce que si la muse de l'histoire n'existait pas, comment la muse de la comédie aurait quelque chose à raconter? Bah rien du tout, parce qu'il n'y aurait personne pour retracer son histoire. Donc sans moi, il n'y a rien. Heureusement que ma liste m'a invité. Bon. Il faut présenter quand même les absents. Polygnie, on l'a pas vu depuis longtemps. Vous vous en souvenez? Vous savez, celle qui est là pour aider les orateurs à faire de beaux discours. Non, oui, c'est pas étonnant, vous n'êtes pas tout aider, vous n'êtes pas tout aider, qu'elle est en congé. Hein. Ouais, bon, elle est en congé, voilà. On a le résultat, hein, des FPV. Et puis, il y a peut-être Psychor aussi. Sissi, vous vous souvenez de Sissi? Cette petite rigolote, là, oui, qui fait que danser sous la pluie. Comme nous, au mois dernier, à Cirque et Fanfare, on dansait au brunch des Scènes du Jura. Ah, c'était amusant, on était sous la pluie, c'était rigolo. Bon, elle est overbookée, donc on la voit pas trop parce qu'elle doit changer la programmation des JO tous les 4 jours, mais c'est pas grave, ça fait partie de son travail. Nous, les muses, on est 9. Mais les peintres, souvent, nous représentent à 10. Bon, ils sont peintres, ils ne sont pas mathématiciens. Visiblement, ils ne savent pas compter. Mais, il y a une petite histoire derrière, mais ça ne nous intéresse pas. Victor Chenillon, si vous ne connaissez pas, nous a peint ici sur la coupole, et derrière la coupole de la grande salle. Bon, il a oublié sa place entre nous. Bon, il a fait une erreur sur Uranie, il a mis un truc d'astronomie, non, un peu pas de mathématiques, alors que Uranie est la muse de l'astronomie, pas la muse des maths. Donc elle n'a rien à faire avec un compas. Sauf si c'est un compas pour calculer les étoiles. Mais à l'occurrence, c'est pas un compas pour calculer les étoiles. Faut les utiliser. Hein. Les bases sont en carton. Vous n'avez peut-être pas de budget pour faire des recherches. Mais un truc qui est intéressant, c'est que Hésiode, qui nous a raconté pour la première fois, dans sa théorie, si vous connaissez, hein, moi je connais, vous l'avez vu, mon frère, n'avait pas pu imaginer que Shakespeare allait nous recréer. Et que ce net entre-temps, entre les deux, allait également un petit peu nous réinventer. Et ça, il ne pouvait pas le prévoir, il était mort. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Bon, chacune de nous toutes, préside d'un domaine des arts et des sciences. Et pourtant, il y a toujours une erreur communément admise par les hommes, c'est de croire qu'on n'est qu'à un seul domaine. Que moi, je serais seulement muse de l'histoire, que Melpomène serait seulement muse du tragique, ou Calliope muse de l'épopée. Ben non, c'est une erreur. Ils ont également fait l'erreur de croire qu'ils nous ont créés. Sauf qu'il y a un truc intéressant, c'est que Hésiode, dans cette théorie, raconte qu'il a été appelé par les muses à raconter notre création. Or, si on l'a appelé pour qu'il nous raconte, comment peut-il nous avoir créés? Ah ouais? Vous avez déjà vu un fœtus parler à l'épée? Non, ben ça marche pas. Donc on existait avant. Il faut poser aussi notre base, c'est que du coup, si on ne préside pas un seul domaine, des arts et des sciences, c'est qu'on s'inspire mutuellement. On se touche tout. On est toutes communes, on est des sœurs, on a toutes des points communs, comme une famille. Pour revenir à votre propos, peut-être, dans la Rome antique, on n'était pas seulement des sources d'inspiration pour les artistes, mais on était vénérés également dans les cercles de philosophie, et aujourd'hui, le monde est devenu que des mythes, c'est un petit peu triste, mais c'est l'histoire. Là est donc ma question, sommes-nous que des simples inspiratrices? Je vais dire que vous ne savez pas répondre. C'est moi la muse de l'histoire. Les philosophes romains, comme Cicéron et Sénèque, voyaient en muse des guides à la recherche de la vérité et la compréhension des lois de la nature. Bon. C'est un peu étonnant, parce que le vieux Sénèque, vous savez ce qu'il disait? Il disait le sexe féminin est fait pour obéir, le sexe masculin pour commander. Bon, c'est un petit peu rigolo parce que du coup, dans ses lettres, il fait des éloges au muse. Bon, c'est un petit peu rigolo, ça correspond pas trop au personnage.
Surtout que des fois, il nous sort des petits trucs un peu féministes pour l'époque. On va pas chercher à comprendre, on va dire que c'était l'époque. Voilà. Une autre erreur. Soi-disant, on est toutes des femmes. Bah, dites-moi que les textes affirment que les muses sont uniquement des femmes. Il n'y en a pas. C'est un postulat. On est tous partis du principe que les muses étaient des femmes, et pourtant, peut-être que les muses sont des hommes. La muse de Karl Lagerfeld était bien Jacques de Lachine. C'était un homme. C'est un exemple parmi tant d'autres. À l'époque, la femme romaine pouvait pas être indépendante, c'était dur. Encore aujourd'hui, c'est un peu difficile dans certains pays. Mais elle passait de l'autorité du pater familias, de son père, à celle de son mari. En gros, on la voulait un petit peu comme un produit. Et une chose que remarqué, c'est qu'elle a plus de droits que la femme grecque. Elle pouvait hériter un héritage, aller au tribunal, mais souvent c'était pour se défendre elle-même. Imaginez, vous êtes Erato, muse du cœur lyrique, et là vous vous trouvez à la barre, en train de pleurer, pleurer et pleurer pléthoriquement. Qui va vous prendre? Qui croirait une femme éplorée au tribunal qui se défend elle-même? À l'époque, personne. Erato, dans ce tribunal te voilà. Accusé de céder aux passions d'autrefois, en compte d'amour, tu fais perdre la raison. Au sort, pour une brûlante prison. Explique-toi. Hélas, Rio, pourquoi donner ce cruel sort? L'amour n'est-il qu'un piège? Suis-je condamné pour avoir trop chéri? Oh, Polynice, ce n'était pas à moi de Portachus. Erato, toujours l'excès. Te voilà muse, Erato, mais d'une faiblesse affligeante. C'est la même plus déconcertante. Nos rôles, ma belle, il faut les inverser. Faisons des hommes les jouets de nos pensées, et tourmenter leur cœur. C'est nous. Oui, c'est nous. Allons fort. En avant. Brave. Forte. Et libre. Nous ne sommes pas soumises, nous sommes maîtresses. Fières. Très fières. L'inspiration vient de nous, et non de leurs pauvres prières. C'est vrai, tu as raison. Souvent, on parle de nous encore comme les muses d'Homère, de Shakespeare ou de Picasso. Alors qu'il faut noter qu'il n'était pas très sympa avec les femmes. Les forcer à être peintes, ce n'est pas de l'art, ni même de l'inspiration, c'est de l'obsession ou du fétichisme. On dira encore que c'était l'époque. C'était ça, l'époque. Pourquoi les muses doivent être toujours réduites à des ombres de l'homme créateur? Femmes d'artistes, muses de, sœurs de, cousines de, bon, toujours réduites. Des étiquettes qui nous effacent, qui nous volent notre individualité propre, notre génie. Est-ce ainsi que l'histoire doit toujours voir les muses, toujours en relation, mais jamais en essence? Marie Shelley réduite aux actes du grand Shelley, alors qu'il fut exilé de Grande-Bretagne, et qu'elle est la première écrivaine d'un roman de science-fiction, Frankenstein. La grande Rosa Parks, éclipsée sous les actes du grand King, alors que ses actes à lui ont été allumés par l'étincelle de Rosa. Des femmes toujours butées, des muses toujours rouges, comme les femmes communes. Ces femmes-là devaient sans cesse vouer un culte à Vesta, la déesse du foyer. Thalie se serait bien retrouvée avec elle. Comme disait un jour une grande philosophe de pacotille, rien de tel qu'une femme pour faire le ménage. Et ces jeunes filles issues de l'aristocratie pouvaient être désignables afin d'entretenir, je cite, le feu sacré de Vesta. Bon, le feu, c'est une métaphore pour expliquer le foyer, littéralement de dire
des mères pour leur père, et devaient être, je cite, sans défaut physique et non émancipées par leur père. Encore une fois, c'est surprenant. C'est à se demander pourquoi c'est la muse du docteur X. Elle devait littéralement devenir une muse. Des muses forcées, parfaites, mais sans trop de lumière, intelligentes, mais sans éclat, belles, mais pas provocantes, et sensibles, nous devons toujours continuer à être vus, serviables, mais jamais esclaves, qui auront juste ce qu'il faut. Il ne fallait pas être trop sublime pour ne pas être trop aguicheuse, ni trop amoureuse pour ne pas être trop heureuse. Il ne fallait pas être trop gentille, au risque d'en devenir naïve. Il fallait être parfait. C'est absurde. On nous voulait être parfaites mais silencieuses, des monuments de vertu sans désir propre. Une femme ne devait pas être trop, sinon son crime était d'être de trop. Des explications, des anecdotes.
autant des esquisses de possible. En étant désignées comme des simples inspiratrices, on devient des poupées. Les muses deviennent des poupées, des idoles, celles qui sont idolâtrées pour expliquer la création. Vénus, ah, qu'est-ce qu'on en parle de Vénus, tout le temps. Ça y est, elle est plus belle. Plus belle que Vénus. Mais c'est pas anodin qu'on nous désigne comme des objets. Pourquoi? Petite théorie du complot. En 2013, la muse des... Mais oui, elle fut appelée muse. Mais elle s'appelait muse. La Miss USA 2013, qui s'appelait Muse. Muse Mackenzie. Fut présentée par le média People comme étant la muse universelle. Ouais. Bon, en vrai, c'était une fille comme tout le monde, hein, mais c'était la muse universelle. Autre chose, le multi-unit Spectrosonic Explorer, je suis la muse de l'histoire, pas la muse de l'histoire, MUSE, un programme créé par la NASA et les Nations Unies. C'est un programme qui se trouve sur les hauteurs du Paraná, au Chili, sur les hauteurs du VLT. C'est un télescope très large, very large telescope. Voilà. Et c'est un spectrographe intégral de choix qui peut capturer chaque pixel de l'univers. Il s'appelle Muse. On a appelé un programme spatial pour capturer l'univers par notre nature. On redevient une justification. Même en 2013, les hommes n'ont rien. Il faut comprendre une chose, c'est que les muses ne sont pas confinées aux pages de l'histoire ou aux esprits des artistes. Elles sont archétypales. On est ici, on inspire, on transcende les limites de l'imagination parce qu'on ne peut pas les penser. Et pourquoi on ne peut pas les penser? Parce qu'elles sont le principe de l'imagination. Pouvez-vous penser le principe de ce qui vous permet de penser et d'imaginer? Non. On ne peut pas. Nous sommes le principe de l'imagination, une esquisse à peine représentable, puissante et impossible. Et concernant les Américains et les dénominations farfelues, que ce soit brillant ou désolant, c'est pas à moi de le dire. C'est à vous de choisir.
histoire, jadis. Un poème cosmique. Une épopée des abysses. Voilà ce qu'il se passe lorsqu'on fait des muses des simples âmes à saisir. On devient des objets, des argumentations à l'action des hommes. Des accessoires. Mais je suis Clio, la muse de l'histoire. Du coup, je me vois tout passer, le présent et l'avenir. Ouais. Et je ne peux pas m'empêcher de voir autre chose. On est bien plus que ça. On est celle que Hésiode raconte comme étant les régisseuses du monde. Celles sans qui la paix, l'harmonie, la justice avec tempérance n'est pas possible. Jamais lorsqu'on parle des muses inspiratrices qui inspirent des poètes, il est question de les rendre éternels pour de vrai. On parle de nous comme étant rendant éternels les poètes ou les artistes. Non, seulement symboliquement. Pourquoi? Si on se souvient aujourd'hui pour eux, c'est parce qu'ils ont eu l'inspiration de créer quelque chose d'éternel, quelque chose touchant au divin. Mais arrête avec les histoires, votre tragique est le sort tragique est votre nom. Voilà. Il est inutile de lutter. Pourquoi t'abandonner à ce sort? Le destin divin n'est qu'un mythe à renverser. Nos vies sont les nôtres. Moi, je refuse de plier. Oh, mais moi, ces héros là, tous les sorts. Achille, tant d'autres, quand même, qui ont succombé. Choisis la clé. Moi, je refuse de céder. Alors, mais n'oublie pas que nous sommes tous suspendus à un fil. C'est pas fini les histoires. Toujours en plus on couper la parole. C'est pas cool. Homère, quand il t'appelle Calliope, il ne te désigne pas par ton nom. Non. Il te désigne en tant que déesse. Chante, ô déesse, la colère d'Achille, fils de Pélée. Telle est son adresse. Il ne te désigne pas par ton nom, mais en réalité, il nous désigne nous toutes. Car il ne nous parle pas, il nous chante. Et en nous chantant, il nous crée toutes. Sénèque lui-même, en créant notre cousine la furie, ne fait que suivre cette tradition, cette symphonie. Il n'a pas fallu Orphée pour que toi et Rato puissent naître. La poésie lyrique existait bien avant son maître. Orphée jouait et composait des poèmes lyriques inspirés par toi, le Tertre, et par toi, Erato, les deux en musique. Jamais un poète, un peintre ou un dramaturge n'est inspiré par une seule ligne. C'est notre essence collective qui les touche et les rend fous. Si tant d'histoires naissent de leur pensée, c'est que leur esprit, en nous, en eux, nous sommes multiples, et leur esprit en sont hantés. Finalement, qui sait, peut-être que l'art est aussi libre. Car l'inspiration est une source sans fin, une source que rien n'accuse. Les chrétiens dessinent sous la même nature les saintes qui les inspirent en toute culture. Elles sont idolâtrées. Et quel est le problème? Idole signifie poupée, un instrument qu'on aime. En tournant rond, on redevient des objets. Je ne suis pas seulement Clio chantant les héros. Je pleure avec toi et Rato, les perdants, les zéros. Sans celle-là reversée, comment expliquer la tragédie? Quelle serait la rupture de
croire que les muses ne sont que des simples inspiratrices. Sans nous, jamais d'histoire, rien, pas même de petites actrices. Platon l'avait bien compris. Nous sommes autre chose. Mais d'une oralité discrète, une incantation qui explose, le rhapsode, sous l'effet d'un sentiment pur, devient non pas conteur, mais s'emplit d'un murmure. Ce murmure, c'est un mouvement divin qui le pousse à compter. Non pas parce que nous l'inspirons, mais parce qu'en lui, nous sommes enchantés. Nous sommes en lui, le faisant devenir porte-parole. Nous sommes l'essence, le souffle, l'étincelle qui le frôle, plus que des inspiratrices. Nous sommes des forces en mouvement, guidant les récits, les épopées, les rêves et les chants, sans jamais le toucher ou lui parler directement. En lui, nous faisons naître la création autrement. L'Iliade, les muses ont une vision directe et parfaite des événements que la haine souhaitera. Là, on pourrait nous dire que c'est un peu l'inverse du travail du poète de l'époque, qui se contentent de produire ce qu'ils ont entendu. Pour la petite anecdote, les poètes à l'époque, au début, connaissaient la panoplie de phrases rimées en alexandrin qui pouvaient caser les unes après les autres quand, je ne sais pas, quand Jacqueline allait la voir, il disait fais-moi un poème sur l'amour. Et lui, il était capable de quitter un problème. Et en fait, dans l'Iliade, comme je l'ai dit, les muses ont cette vision directe et parfaite de ce que lui, la haine, le poète, souhaite raconter. Ça semble bizarre, parce que le poète apprend et répète. Mais pourtant, c'est ça. En réalité, le poète entend la voix. Mais il ne l'entend pas sous forme de son, il l'entend sous forme de geste, qui le pousse à vivre. Et c'est ainsi que l'Iliade se déroule, par le biais du poète qui devient un instrument de la muse. Souvenez-vous, vous l'avez tous lu, peut-être un jour, vu, je ne sais pas, mais l'Iliade de l'Odyssée d'Homère se raconte comme ça, à travers l'action inspirée par les muses, ou les sorcières, le Circe. Nous, les muses, sommes des démons. Je vous l'assure, on est des démons. Pas le genre à faire peur, c'est plus subtil. Les démons des films, c'est pas notre style. Nous, on est des démons gentils, des esprits habiles. Les Grecs, par démons, appellent cette troisième âme une force douce, une flamme sans drame. Cela ne vient pas de moi, mais de Platon, dans son fameux Phaédon, dans lequel il livre cette notion. Et Frédéric Ildefonse, une muse moderne et brillante, et philosophe, dit que l'âme est un hôte, une force bienveillante. Que la pensée, que le corps, pardon, est le réceptacle, la pensée en est le moteur, et l'âme est cette impulsion qui insuffle la ferveur. On est cela. On est des forces d'impulsion guidant le mouvement des rêves, des passions, pas des démons maléfiques, mais des esprits de lumière, inspirant les artistes, les poètes et leurs prières. Le poète n'a pas besoin de voir lui-même, c'est l'attention qui compte pour lui. L'attention au sens non pas qu'il doit seulement écouter, mais se rendre disponible à ce démon, cette troisième personne en lui.
l'événement de ses propres yeux n'est pas nécessaire pour délivrer une parole morale. Il doit laisser s'ouvrir en lui le murmure des possibles. Pour cela, il doit se rendre disponible à ce que Rudolf Otto appelle le lumineux. J'ai dit qu'on était des lumineuses, c'est cela. On évoque du lumineux à l'artiste. Le lumineux, c'est ce petite chose, cette grande chose, ça dépend de chacun, qui, à nos yeux, nous semble tellement grand que nous paraissons tout petits et qui nous pousse à agir, qui nous pousse à créer. Rudolf Otto raconte que les peintures tribales ont été faites de cette manière. Ils ont vu quelque chose qui leur paraissait si grand face à eux que ça les a poussés à peindre cette chose. De la même manière, les muses évoquent à l'artiste quelque chose de si grand qui le pousse à créer. Sa raison s'échappe de lui et son âme s'exprime. Arthur Rimbaud, lors de ses fugues, écrivait dans sa fameuse lettre au voyant à Paul Démeny. Vous connaissez Paul Démeny, son professeur un peu allemand et amoureux. Il disait « Je est un autre ». En disant « je est un autre », ce qu'il dit là est précisément ce que nous sommes, en décrivant une dépossession poétique lors de la création. En disant « j'assiste à l'éclosion de ma pensée », il montre qu'il vient d'ailleurs. Sa pensée en lui apparaît, et lui-même devient instrument moteur de sa propre pensée. Claudel, les filles, je suis. Claudel, non? Oh! Claudel, c'est un philosophe, c'est un. Ouais, c'est pas un philosophe. C'est un poète un petit peu sympa, qui, dans ses 5 odes, raconte l'histoire des muses. Et lui, il dit que les muses sont comme le mouvement intérieur de la création qui donne des esquisses aux poètes et aux artistes pour créer. Des esquisses, hein. Retenez esquisses. Des choses qui ne sont pas encore réalisées. Et l'artiste ne peut pas expliquer ces esquisses qui lui viennent en lui, et dans le souci de devoir la nommer, de ne pas pouvoir la nommer, il la nomme par un dénominatif comme Dieu, déesse, souvenir, muse. Or, aujourd'hui, Claudel s'inquiète là-dessus déjà à ce temps que les artistes n'écoutent plus les muses. Et aujourd'hui, plus personne n'écoute les muses. Il y a trop de bruit dans la société. On n'a plus le temps de créer quelque chose d'original, on se contente de reproduire, de remixer. Les astres deviennent des produits marchands, nos noms deviennent des idoles comme plus Mackenzie. Bientôt, il deviendra peut-être Miss Univers. Et force d'aimer les hommes, on est là. Regardez-la. Comme elle. Pauvre petite fille. Seule. Seule? Enfin, Cléo, c'est notre sœur. Seule. Tu ne peux pas dire ça, non? Seule. Non. Comme toi. Pour revenir à ta question, peut-être, à celle de qui sommes-nous? T'as pas besoin de voir. Je dirais d'abord qu'on est des accessoires. Mais plus que ça, on est des cailloux. Ouais. Des cailloux. Les pierres que Euripide a appelées, inspirées par toi, mais eux-mêmes, magnétisme.
Les pierres que Socrate raconte dans Ion en 533 comme étant celles qui donnent aux anneaux de fer la puissance d'attirer les autres pierres et les autres anneaux de fer pour créer une chaîne. Magnétisme, aimant. On est des aimants. Exactement. Ce que Socrate nous dit là, c'est que l'inspiration appelle l'inspiration. Telles les pierres qui s'attirent elles-mêmes. Et il ajoute qu'à ces chaînes de fer, tous les hommes sont suspendus. Je vous laisse imaginer ce qui se passerait si elle se faisait. Claire de génie de mélodie, terrible, et polonaise, euphonie calculée. Alors, t'étais pas obligé d'autant tergiverser, Clio. Dire ça suffisait. Peut-être. Ah non, c'était un peu dégueu là, il me moi. Clio, au moins le bonheur de faire quelque chose de ce genre. Moi, à part chanter aux oiseaux et prendre le gel, lequel aurait perdu la raison par ta faute. Que fais-tu d'autre? Toi, la nuit, n'as-tu donc pas mis fin à tes aventures tragiques? Le copier te rendra pas plus forte ou plus belle ou plus intelligente que moi. Le tragique de l'amour, c'est moi qui le décrète, pas toi. Voilà la vérité. Nous n'avons point reçu une vie courte, c'est lui qui l'a rendue belle. Nous ne sommes pas indigentes, mais prodigieuses. Et puis cet homme dont tu parles, quel qu'il soit, et son visage fier, nous a dû m'en regarder. Moi, non. Comme moi, un peu. Il n'a pas eu de côté. Il a prêté l'oreille à vos discours, vous a placé à ses côtés, et vous a fait écouter. Mais l'amour, le vrai, existe-t-il encore? Pénélope n'en était pas la preuve. Ce n'était pas de l'amour, mais de la peur. C'est de devenir la muse de Priam. Dans l'attente solennelle, Pénélope, reine d'Ithaque, son cœur brave et son esprit fidèle dans le silence s'attaquent. Chaque aube, chaque nuit, son chagrin s'élève. Son âme, telle une étoile lointaine, jamais ne se relève. À travers les jours et les nuits, elle tisse son chagrin en toile. Son espoir vacille, mais sa foi reste immobile. Son amour, tel un phare dans l'obscurité, guide son âme vers l'horizon de la félicité. Dans sa solitude, sa résilience se révèle. Pénélope, gardienne de l'attente, digne et belle. Je t'aime, passionnément, tu m'aimes, suffisamment pour que je reste. Mais pourquoi je reste? Sûrement parce que je t'aime. Passionnément, et toi, tu m'aimes, suffisamment pour que je reste. Pourquoi je reste? L'amour tel que l'on pardonne tout. Personne de nous n'est fou si ce n'est d'amour. On entend, on voit,
je t'aime passionnément et toi, tu m'aimes suffisamment pour que je reste. Et moi, je reste. On arrête de pleurnicher, ça suffit. On a sa place. Celle-là, c'est pas du tout. Allez. Non mais Rato, ça ressemble à rien. On va pour rien faire ça. Voilà. Et les chants, les arts, les récits. Dans l'ombre de l'oubli, votre éclat se perd. Si nul ne vous invoque, à quoi bon vos esprits? Quel est le destin des muses si les hommes détournent de leurs yeux? Vos voix célestes résonnent dans le vide immense, sublime mais sans écho, sans cœur audacieux. Votre beauté se fane, privée de toute chance. Ah, Luther, t'as pas fini de prier. Tu vas devenir comme Erato à force. Arrête de rire. Oui, bon, ça va, bon, gentil, on t'aime bien. En effet, comment l'artiste peut-il continuer à s'exprimer, nous laisser s'exprimer en lui, avec tout ce bruit? Les voitures qui passent, les camions, les camions couverts. La régie de quartier qui nous embête tous les mercredis. Comment on peut continuer à inspirer les artistes si avec tout ce bruit, il ne peut plus écouter? Et est-ce que il n'y aurait pas eu un moment où on aurait tout juste arrêté de nous écouter? Ah! Rimbaud. C'est quelle époque? Les romantiques. C'est les romantiques. Les romantiques de François. Le 19e siècle, voire se défait d'une espèce de mélodie subtile où la muse devient un symbole du rapport existentiel à la poésie. Elle ne peut plus exister en groupe, le poète exige une muse, son alter ego, et
représente un désir d'absolu complètement idéalisé et devient figure de l'épuisement, de l'immonde et du dégoût. Ouais. Descendu de son hélicon, vous savez, notre belle demeure, la muse arpente avec le romantisme, les rues sordides, les petites ruelles sombres, la nuit, lesquelles il ne faut pas aller. Elle se défait de ses atours, se dénude sans honte, se prostitue sur l'arbre. Prolétarisée, immédiatement, ne pouvant plus exister vraiment. Merci Baudelaire. Merci Baudelaire. Telles sont les mutations que le romantisme a instaurées. Une périodisation séquentielle du XIXe siècle jusqu'au XXe siècle. Une organisation thématique pour appréhender une féminité paradoxale en 3 thématiques. Le rapport du poète à la muse, l'imaginaire qui l'engendre et les conceptions de l'art qui s'y rattachent. Interrogez-vous sur le rôle de la muse dans la création artistique, sur cette tension entre l'idéal et la réalité, sur la manière dont elle influence l'art du XIXe siècle. La vérité nue, la voici. Je l'ai dit tout à l'heure. Fallait l'écouter. Le poète ne peut plus nous écouter, mais aujourd'hui, c'est pas qu'il ne peut plus, c'est qu'il ne peut plus. C'est qu'il ne peut plus tout simplement entendre. C'est pas qu'il ne veut plus nous écouter, c'est qu'il ne peut plus entendre. Société de production et de faire faire. Encore. C'est ce qui se passe lorsque les muses ne sont plus écoutées. Voilà. L'inspiration coule. Le talent s'échappe. La musique devient une cacophonie. Ça devient du tchoum. Voilà ce qui se passe lorsque les muses ne sont plus écoutées. Une cacophonie. On est devenu des mythes parce qu'on n'a pas compris que les muses désignent non pas des entités célestes, mais le principe même de l'inspiration. J'allais commencer là-dessus. Un principe qu'on ne peut pas désigner. Elles ne parlent pas aux poètes. Elles apparaissent aux poètes. Elles évoquent aux poètes. Elles sont virtuelles. Bon, pas sur Instagram, mais virtuelles au sens d'une sorte de muse moderne qui s'appelle Étienne Soubourg, avec un peu rigolo, sympa, qui l'a compris. Il parle dans son livre du mode d'existence des objets techniques, qu'au travers de l'archétype de la muse, on voit en fait quelque chose qu'on ne peut pas désigner, quelque chose qui appelle à ce cri. Et la muse, c'est celle qui évoque un artiste. L'artiste voit l'indice d'une potentialité à réaliser, l'indice d'une chose à créer, mais il ne peut pas expliquer cet indice-là qui lui apparaît. Et pour l'expliquer, il dit que c'est la muse. Le musicien, devant son piano, on est tous d'accord, n'entend pas directement la muse faire dans sa tête. Sinon là, on est tous à l'hôpital. Non. Il joue, il commence, il note, il voit peut-être que cette note-là, il est bien avec cette note-ci. Et là, révélation, je dis, oh, du génie! Et il compose sa musique. Comment expliquer ce moment de génie? Et il explique à travers un virtuel, à travers l'inspiration, une dénomination commune. Et aujourd'hui, si on ne nous écoute plus, c'est d'une part parce qu'on a changé de forme à la suite du romantisme et des vieux tragiques. Parce que Sénèque, il a fait de la muse une personne impuissante. Shakespeare a fait de la muse une part défilant le destin à l'affreux terrible vie de Macbeth. Baudelaire est isolé dans l'esprit
ça a contribué au fait qu'on considère les muses comme des mythes, et non pas comme le simple principe de l'imagination. Imaginez un lieu où l'invisible devient tangible, où l'inachevé trouve sa plénitude. Et bien c'est ce lieu-là où le mot, l'objet, le virtuel d'Étienne Souriau réside. Il est là, dans un quelque part, en attente d'une réalisation. Il est l'essence pure de ce que pourrait être une promesse suspendue dans le vide, un reflet de nos désirs les plus profonds, une ébauche de nos rêves non encore vécus. Il appelle et dit écoute. Et Souriau nous enseigne qu'à chaque création artistique, chaque pensée émergente porte en elle cette trace de l'objet virtuel, cet élément qui nous apparaît comme une révélation, qui nous apparaît encore comme étant incomplet. Et on a envie de le compléter. On le dénomme par un mot qu'on ne peut pas expliquer. Et nous, les muses, sommes les gardiennes de ces objets virtuels. À ceux qui appellent ou qui se rendent disponibles à cet accueil au lumineux dont je parlais tout à l'heure, ce petit élément qui nous paraît si grand, qui nous pousse à créer, nous leur soufflons l'inspiration, leur offrant les fragments de ce qui pourrait être, espérant qu'ils les saisiront, les façonneront. Et par notre souffle divin, les intentions des créateurs prennent forme. Les idées se façonnent, les œuvres naissent et les rêves deviennent tangibles. Edgomène, tes plaintes ne sont que du vent. C'est moi qui, par l'univers, ai forgé ces géants. Sans moi, la guerre de Troie est vaine, était tragédie de simples larmes humaines. Je ne sais pas moi-même que les héros sont dotés de profondeur et de valeur. Sans les drames sombres, leur gloire est sans vie. C'est par une tragédie que leur âme survit. Oh, mais sans l'amour, que beau cette querelle. Je chante les amours. Je chante les passions, les amours immortels. Hélène et Paris, c'est par moi qui leur cœur enflammé font que leur nom s'inscrit. Dis-moi, Clio, sommes-nous des légendes vraies ou de simples mythes qu'on soit ennuyés ou trop alcoolisés? Nos exploits sont-ils chantés avec ferveur ou sommes-nous là pour meubler l'heure? Ouais, c'est rien. Bon, on peut pas s'habiller en ayant écouté. Ce soir, on est tous conscients ici que les muses sont souvent reléguées au rang de figures mythologiques. Et pourtant, pour comprendre le processus d'inspiration artistique auquel se livre l'artiste, il semble nécessaire de postuler une existence ontologique aux muses. C'est-à-dire qu'elles existent pour de vrai. On est obligé de le postuler pour comprendre l'inspiration de l'artiste. D'une certaine manière, elles sont les gardiennes des potentialités, des objets virtuels qui appellent à être créés dans la philosophie de Souriau. Mais d'une autre manière, on peut dire qu'elles sont des imaginaires. Des imaginaires non pas au sens qu'elles n'existent pas, mais au sens qu'elles sont, selon Souriau encore, des êtres de fiction dont l'entité fragile existe à base de désir. Les muses, en tant qu'imaginaires, existent parce qu'elles sont sollicitées pour donner à l'artiste une justification à ce qu'ils instaurent, à ce qu'ils font. De même que le Père Noël est un imaginaire invoqué par les enfants pour expliquer pourquoi ils se comportent bien au mois de décembre, et seulement au mois de décembre. Personne ne croit bien. Personne ne croit en nous. De sorte que ce ne sont pas vraiment les hommes qui créent les muses. C'est une erreur. Les muses sont inspirées et inspirent en eux un mouvement d'inspiration. Donc, le mouvement est circulaire. Les deux se créent mutuellement. Et
moment, on oublie la fonction imaginaire de la muse, qui est là pour expliquer cette pulsion artistique. C'est là qu'on touche un monde dans lequel il n'y a plus peur. Le processus artistique consiste au saisissement du débauche, d'un inconnu qui appelle à être créé, auquel on attribue cette fonction, celui de la muse. C'est un processus inconscient qui ne fasse rien dans la créativité artistique. Parce que si quelque chose appelle à la création, c'est qu'il y a quelque chose qui, derrière ce qui appelle à la création, pousse à ce que ce soit créé. Quand vous avez une idée de génie, elle ne vient pas de nulle part. Elle vient forcément de quelque chose. Et ce autre chose peut tout à fait être une idée. Plus encore, selon Claudel, dont j'ai évoqué tout à l'heure, elles ne sont pas seulement inspiratrices, elles sont des instants du désir. Elles sont le désir lui-même insufflant à la vie un mouvement. Si bien que l'acte de création, pour Claudel, n'est pas un simple geste individuel d'une seule muse, mais un geste collectif de plusieurs muses et de désirs, et qui, lorsqu'ils ne sont pas écoutés, crée le drame d'un monde sans âme. C'est plutôt un espèce d'élan complexe, un mouvement, un agencement, comme dirait Gilles Deleuze. Un agencement, c'est fait par exemple, vous voyez, mon écharpe, quand je suis allé à Muse Sport, et je ne l'ai pas acheté juste pour moi, je l'ai acheté parce que je me suis dit que ça faisait grande sœur et que je pourrais être plus belle que toutes les autres. De même que vous, quand vous achetez vos vêtements, vous ne les achetez pas que pour vous-même, vous les achetez pour le regard qui regarde sur vous avec vos vêtements. C'est une erreur de dire, moi je le dis pour moi. Et c'est la même chose pour la création de l'artiste. Il crée par désir d'agencement, par agencement d'intuition artistique, qui viennent comme ci, comme ça, pas forcément pour lui, mais pour quelque chose d'autre dont il n'a pas encore forcément en tête l'idée. Je cherche quelqu'un. C'est quoi l'histoire de la clé? L'histoire de Macbeth. Personne ne connaît l'histoire de Macbeth? L'histoire de Macbeth. C'est deux nobles. Merci. C'est deux nobles qui voulaient du pouvoir. Ils ont tué quelqu'un qui avait du pouvoir et ils sont devenus fous. Ouais. Et les Macbeth Disney. Ouais, c'est vrai. Bon, elle a un peu trop résumé un peu. Mais c'est l'idée quoi? C'est des gens qui ont du pouvoir, qui ont une forêt, qui croisent des sorcières, et là, pouf, hop, ils se mettent à tuer tout le monde, un peu comme chez Shakespeare, comme ça, puis tu leur gosses, enfin, sans cesse de l'autre, mais bon. Petit point intéressant. La comédie française, vous savez, le mois dernier, on refait la pièce. HGT, c'était incroyable. Et ils ont fait quelque chose de très intéressant avec les sœurs fatales. Vous savez, les sorcières. Et bien, ils ont fait d'elles des filles comme nous, fun, rigolotes, instruites, qui parlent correctement et pas avec des trucs un peu bizarres. Pourquoi? Pourquoi un tel choix artistique alors que toutes les représentations de Macbeth jusqu'à présent ne représentaient pas les sœurs fatales comme étant des muses? Parce qu'elles aussi sont des muses. Tout simplement. Avant, on était désignés comme des nymphes, comme des déesses, parfois comme des furies. Alors pourquoi pas être dénommées en tant que sœurs fatales? Plus encore, ces filles-là ne sont pas des sorcières. C'est une erreur de traduction. Le mot sorcière n'est que dans les dynasties. Sorcière. Ce sont des sœurs étranges, si on se réfère à la langue même de Shakespeare. Elles sont étranges parce qu'elles évoquent le fatum, le destin. Elles ne sont pas le destin, mais évoquent
l'étrangeté du destin. Parce que, au lieu de dire le destin, elles évoquent ce qui est possible, de même que la muse évoque à l'artiste ce qui est possible de créer. Elles sont autant plus proches de la Fuji chez Sénèque qui sème la pagaille sur le monde que les murs. Et pourtant, un point est venu avec nous. Comme les murs, elles inspirent les hommes, mais au lieu d'inspirer ceux qui écoutent, elles inspirent ceux qui nous écoutent, qui en sont. Peut-être que derrière nos visages angéliques se cachent les sœurs fatales, prêtes à déchaîner leur courroux sur ceux qui osent défier l'ordre. S'il y a un noir, c'est pour qu'il soit. Si Hésiode disait que les muses sont là pour régir les peuples, la tempérance et l'harmonie du monde, s'il y a muse, il y a furie. Tout n'est pas gris, noir ou blanc. Le 9 d'épée. Peut-être que tout ce désordre parmi nous ce soir est en raison d'une seule chose. La tour. La perte de l'inspiration. Sorcière. Il y a une intruse parmi nous. On utilise le terme muse pour
désigner ce mouvement qui appelle à créer, qu'on ne peut expliquer. Tout comme on l'appellerait miracle, pour expliquer quelque chose qui nous semble sortir des normes habituelles. Les muses sont aussi des cailloux. Les pierres de touche, appelant les autres pierres du fleuve, permettant à l'artiste de traverser à gué le monde de la création. Mais rappelons-nous aussi que les muses ne sont pas seulement toujours gentilles. Parfois, il arrive qu'elles se transforment en furie. Lorsque l'inspiration est occultée, réprimée, délibérément interdite. Cela est le drame d'un monde sans âme. Sans là, tout s'éteint. Les rêves sombres, les cœurs se fanent, le monde devient sombre. Ouvrons-nous aux muses, celles qui résident en nous. Elle est une source d'inspiration que rien n'accuse, infinie, régisseuse des peuples.
Rita, notre Calliope. Flavie, notre Thalie. Romane, notre petit frère. Bonnet, Bonnet. Anaïs qui jouait l'arbre en secret, l'antique qui s'appelle Thomas. Camille qui jouait la petite Giovanni. Notre super serveur. Je tenais également à remercier les scènes du Jura de nous avoir invités ce soir pour la clôture du mois de juin. Et de l'année, je crois, on a le promenade, donc voilà, de l'année, et c'est super, et vous avez eu le grand honneur de voir la première muraille qui se rejouera plus tard. Merci à vous.